pour meubler le temps, comme on dit en journalisme. C'est un jour, le président Félix Houphouët-Boigny arrive au Cameroun. Il arrive au Cameroun pour la première fois, dans les années 60. Et il est logé par le président Ahidjo à l'hôtel Montfébé. Ça s'appelait encore le Sofitel. Et il s'est dit, mais pourquoi vous me laissez là-bas? Je veux voir les Bamileke. Ahidjo lui dit, mais les Bamileke, ils sont à l'ouest. Houphouët-Boigny dit, mais dis-moi comment on va y aller, etc. Ahidjo lui dit, d'accord, je t'amène. Donc il va à Bafoussam, on l'amène dans les plantations, etc. Et c'est là où il a sorti cette phrase. Il a dit aux Bamileke, vous savez, la terre ne mange jamais, la terre nourrit son homme. Et il a ajouté, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Mais un homme qui cultive la terre n'aura jamais faim. Voilà pourquoi je demandais à les Bamileke tout à l'heure. Et quand il y a eu des problèmes, vous savez, Samuel Eboa, s'il n'a pas succédé à Paul Biya, c'est parce qu'il avait eu maille à partir avec les Bamileke en Konsanda. Et quand Biya, Ahidjo lui reprochait cette espèce d'hostilité qu'il avait vis-à-vis des Bamileke, et Houphouët avait dit, donnez-moi les Bamileke en Côte d'Ivoire, en un mois je développerai ce pays. Voilà, c'était la petite parenthèse. Le fait qu'on encercle la résidence du professeur Kamto, mais c'est une victoire. C'est une victoire parce que Paul Biya et ses amis font exactement ce que nous voulions qu'ils fassent. Déjà, le fait d'avoir arrêté le professeur Kamto avec ses amis le 26 janvier 2019, c'était une erreur monumentale. J'aurais été conseiller de Biya, je lui aurais pas dit d'arrêter Kamto. J'allais lui dire, mais laisse-le là, qu'il marche, qu'il descend, ça ne va rien te faire. Mais en l'arrêtant, tu lui fais une publicité pas possible. Tout le monde sait que Kamto est plus gardé aujourd'hui que Paul Biya. Sa maison ressemble au secrétariat d'État à la Défense. Voilà. Donc, ce qu'ils font, vous savez, quand quelqu'un va mourir, même tous les médicaments ne vont pas le sauver. Quand une dictature va tomber, c'est comme une termitière rongée de l'intérieur. Il suffit d'un petit vent et tout ça va s'écrouler de l'intérieur. On a même l'impression que les gens de Paul Biya veulent lui faire avoir des problèmes. On lui a dit qu'il était terminalement malade. Il pouvait mourir d'un moment à l'autre, même pas en prononçant un discours. Mais qui lui dit ça? Parce que quand il va voir Mitterrand l'envoie voir Guy Pen. Guy Pen, c'est le monsieur Afrique de l'Élysée. Quand François Mitterrand a été élu, il a appelé, lui a dit, écoute, j'ai besoin de toi pour que tu t'occupes des questions africaines. Guy Pen lui a dit, mais attends, moi je suis médecin. Qu'est-ce que j'ai à voir avec les histoires africaines? Mitterrand lui dit, oui, mais tu n'es pas seulement médecin, tu es aussi franc-maçon. Et la plupart de ces pères des indépendants sont des francs-maçons. Alors j'aurais besoin de toi, qualité. Donc, quand Ahidjo arrive en France, parce que il avait le regard, il avait la vue qui était brouillée, il avait des migraines à répétition, et il avait des problèmes de mémoire, même sa veuve le dit. Donc, on va lui recommander un médecin. Et ce médecin va lui dire, si tu ne quittes pas le pouvoir, parce qu'on sait que Ahidjo admirait De Gaulle, il admirait cette solennité gaullienne. Vous savez, ces façons que De Gaulle avait de dire, la façon même dont il a démissionné avec classe. Vous savez, après le référendum, en 69, réforme de la régionalisation et du Sénat, où De Gaulle disait, Français, Françaises, si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma tâche sera impossible. Je partirai. Voilà l'aspect des choses que Ahidjo aimait chez De Gaulle. Mais quand vous regardez le discours de démission d'Ahidjo, De Gaulle, lui, il avait fait un communiqué. Mais quels étaient les termes de ce communiqué quand il partait? Il disait, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République française. Cette décision prend effet aujourd'hui à 12 h. Que dit Ahidjo? Camerounais, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prend effet le 6 novembre à 10 h. C'est-à-dire qu'il y a un décalage de 2 jours. Mais c'est exactement mot pour mot les termes dans lesquels De Gaulle a démissionné. Donc,
les socialistes qui savent qu'il admire De Gaulle, ce médecin, visiblement en mission téléguidée, va lui dire, écoute, il faut que tu sortes par la grande porte. Au lieu de mourir comme un vulgaire dictateur, il faut que tu partes avec panache, comme De Gaulle. Donc, sinon, tu vas mourir en prononçant un discours. Voilà ce qui va décider à Ahidjo de démissionner. Donc, il démissionne. Nous sommes en novembre. Les fêtes vont passer. Janvier, février, il va en France. Mais avant d'aller en France, il fait un tour par l'Allemagne. C'est son ami Zinsou, Émile Derlin Zinsou, l'ancien président du Dahomey, devenu Bénin aujourd'hui, qui lui dit, écoute, qui t'a dit cette histoire? Va un peu en Allemagne, on va faire une contre-expertise. Il va en Allemagne, il voit un médecin, il voit un deuxième, il voit un troisième, c'est la même chose. On lui aurait injecté le formol au niveau de la mâchoire. Parce qu'il y a des moments où il voulait parler, la bouche ne pouvait pas s'ouvrir. Mais on lui dit, écoute, mais il a toujours ses problèmes, il a la vue est brouillée, il a des problèmes de mémoire. Les gars lui disent, écoute, arrête de boire le whisky, parce qu'Ahidjo, il buvait un whisky, je vous ai montré ça la dernière fois, il buvait du whisky et il fumait la cigarette Craven A. Et lui a dit, tu arrêtes de fumer, tu arrêtes de boire l'alcool, tu bois l'eau de vie, ils appellent ça l'eau de vie, tu bois que ça. Au bout de 3 semaines, il voyait clair, tout allait bien, il avait repris la lecture, parce qu'Ahidjo, il adorait lire. Donc quand il arrive au Cameroun, il est dans une fureur pas possible. Mais il ne veut pas que ça se sache. Mais il veut reprendre le pouvoir en se servant d'une espèce d'astuce institutionnelle. Quand Ahidjo est président, le Cameroun a un seul parti, l'UNC, le parti unique, mais lui il appelle ça parti unifié. Alors, que dit la Constitution? L'État, c'est le gouvernement qui fixe les orientations de la politique de la nation. Je répète, c'est le gouvernement qui fixe. Parce que sous Ahidjo, le Premier ministre n'est pas chef du gouvernement. Il est chargé d'animer une équipe gouvernementale. Le président est le président de la République. Le chef du gouvernement, c'est encore lui. Voilà, donc le Premier ministre, il était là, il animait. Donc, la Constitution dit, c'est le gouvernement qui décide des orientations de la politique de la nation. Qu'est-ce que Ahidjo veut faire? Ahidjo, qui a nommé Paul Biya au comité central de l'UNC et qui a gardé la présidence du parti. Parce qu'il a démissionné de la présidence de la République du Cameroun, mais pas de la présidence du parti. Et l'ironie de l'histoire ou du sort est que il voulait démissionner de tout. Biya lui a dit, écoute, je n'accepterai que si toi tu conserves la présidence du parti. Donc, s'apercevant qu'on l'avait dupé, il veut revenir à travers l'astuce institutionnelle. Donc, il veut convoquer les gens au lac, une réunion pour le 18 juin 1983. Et le lac, vous savez, c'était la résidence du Premier ministre, mais c'était aussi là où le Cameroun a créé ses ordres de marque. C'est Pierre Désiré Ngo et Charles Ndoumba qui vont lui dire, Paul, si tu vas là-bas, quand tu sors de là-bas, tu n'es plus président. Parce qu'on veut graver dans la Constitution le changement suivant, c'est le parti qui décide de l'orientation de la politique de la nation. C'est Donatien Kouagné qui va causer la perte de Fauchivé. Mais avant d'arriver à Donatien, petit retour sur Mobutu. Vous savez, dans les années 91-92, le Cameroun traverse une crise économique pas possible. Les cours de matières premières ont chuté de façon drastique. Les fonctionnaires ont des retards, ils ont accumulé des arrivées de loyer pas possibles. Et les Camerounais de la diaspora, quand ils viennent au Cameroun avec de l'argent, on confisque souvent leur argent s'ils ne peuvent pas expliquer et tout. Et ça va remonter au président de la République, qui va dire, mais attends, quelles sont ces histoires?
Si quelqu'un prend l'argent du Cameroun pour l'amener à l'étranger, je peux comprendre que vous l'empêchez au motif ou au prétexte de l'afflux des capitaux. Mais les Camerounais qui vivent à l'étranger, qui ramènent de l'argent au Cameroun, c'est l'époque où le président Biya va faire enlever des commissaires qui s'amusaient à confisquer ou à rançonner les Camerounais qui revenaient de la diaspora avec leur argent. Il y a la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui vont imposer des mesures drastiques au Cameroun pour prêter de l'argent. On va proposer au Cameroun, comme la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, de se débarrasser de la moitié de l'effectif de la fonction publique. Et Paul Biya, lui, il va trouver une astuce. Il va dire, bon, au lieu de nous débarrasser de la moitié de l'effectif de la fonction publique. Il a été conseillé par René Ouona. Je vous parlerai de René Ouona tout à l'heure, le rôle qu'il a joué. Et comment ça croise Fauchivé. C'est René Ouona qui le conseille. Il dit, bon, au lieu de nous débarrasser des gens, on va proposer la compression. Tu acceptes de prendre l'argent, tu t'en vas. Et ceux qui veulent rester, on va faire pour 83% de diminution de salaire. Mais quand les choses vont rentrer dans l'ordre, on reprendra tout le monde, on va rehausser les salaires. Mais ça, c'était avant la dévaluation. Parce que la dévaluation, elle n'est pas de 50%, elle est de 100%. Donc, au Cameroun, pardon, au Cameroun, la situation est terrible. Les gens peinent à joindre les deux bouts. Mais c'est là où Mobutu va entrer dans la danse. Kwame Donatien a gagné la confiance de Fauchivé. Il le fréquente. Mais il est arrivé à subtiliser un document parce que Fauchivé avait une délégation de pouvoir de la présidence de la République. Donc, vous allez recevoir des documentations de son service avec en tête présidence de la République. Parce que son service est un service délégué et rattaché à la présidence. Donc, Donatien va parvenir à se saisir de plusieurs documents avec en tête de la présidence de la République. Des documents vierges. Il va aux Zaïre où Séti Yalé. Séti Yalé, c'est l'homme à tout faire de Mobutu, c'est un métis. Je crois qu'il est moitié portugais, quelque chose comme ça. C'était l'homme le plus riche du Zaïre. À part l'entremise de Séti Yalé, il va rencontrer Mobutu. Mobutu a des problèmes de trésorerie, personne ne veut lui prêter le moindre copec. Il y a un Allemand qui a fait un rapport. Cet Allemand avait travaillé à la Banque mondiale et était venu au Zaïre enquêter. Donc, personne ne veut prêter le moindre centime à Mobutu parce qu'on a calculé que la fortune de Mobutu correspondait sou pour sou à la dette extérieure du Zaïre. Donc, il aurait suffi pour lui qu'il remette l'argent dans les caisses pour que son pays ne soit pas endetté. Donc, personne ne veut lui prêter le moindre copec. Donc, Donatien, qui est très très bien renseigné, atterrit là-bas, il obtient une audience avec Mobutu et il dit, écoute, j'ai des amis à moi qui sont en Argentine. Ils peuvent vous aider à fabriquer de l'argent de votre pays. Mais il lui dit, président, ce que je vous conseille de faire est la chose suivante. Donc, on vous fabrique de l'argent, mais en double. C'est-à-dire qu'on fabrique la monnaie zaïroise, il y a un double qui va dans les caisses du trésor du Zaïre, et il y a un autre double qui vous revient pour votre usage personnel. C'est l'époque où vous arrivez au Zaïre, on vous donnait un billet de 5 milliards de Zaïre, mais ça ne vous achète même pas un paquet de cigarettes. La dévaluation. Donc, Donatien lui fait cette recommandation. Mobutu va le faire. Il va en Argentine, voilà, parce qu'il se prévoit de la lettre de Fauchivé, lettre que Fauchivé n'a jamais écrite, mais il a les en tête et il en fait ce qu'il veut. Il lui dit, tu vois, président, c'est moi qui les aide, ces gens-là. Voilà, mais il ne faut pas dire parce que c'est la confidentialité. Donc,
vous allez en Argentine, vous faites ça, vous contournez le système. Voilà, merci de Mafo, c'est Blumenthal, super. C'est Blumenthal qui avait fait ce rapport-là. Alors, donc, Mobutu il prend contact avec des Argentins, on va battre monnaie. Rappelez-vous lorsque Mobutu vient en France, après qu'il était interdit des visas pendant très très longtemps, c'était le sommet franco-africain de Biarritz. Je crois que nous sommes en 93, 94, rappelez-moi. Et regardez la presse, notamment Libération. Quand on apprend que Mobutu vient en France, que titre Libération? La venue d'un faux monnayeur en France, etc. C'est de la presse. Donc, il va donc en Argentine, on va lui faire de l'argent pour son pays, la monnaie zaïroise, mais en double. Mais ce que fait Donatien, il prépare Mobutu. Les histoires du Zaïre ne l'intéressent pas. Il est en train de préparer son fait, comme on dit au Cameroun. Donc quand il arrive avec ça, ça fait l'inflation, etc. Ça ne marche pas. Il dit à Mobutu, bon, président, on ne se connaît pas très bien, mais il y a des choses que j'ai faites pour le Cameroun et d'autres pays comme le Burkina. Bon, si vous n'êtes pas très regardant sur la morale, je peux faire ça pour vous. Et vous n'aurez pas besoin de faire un prêt. Mobutu lui dit, je ne comprends pas. Il lui dit, bon, est-ce que vous avez 1 million de dollars? Si vous avez 1 million de dollars, je vais vous aider. Je vais vous prendre un petit truc. Donc, Donatien, il remet à Mobutu une mallette contenant 5 millions de dollars. Ce sont des vrais biens. Mais sauf que ces biens ont été noircis. Donc, vous ne pouvez pas vous en servir en l'état. Il demande à Mobutu 1 million de dollars. Il dit c'est pour acheter, etc. Des produits, pour laver cet argent-là. Donc quand il arrive, il dit donnez-moi 1 semaine. Il fait un tour, il revient, il dit au président, bon, voilà comment ça se passe. On le reçoit dans le bateau. Mobutu avait son bateau, il le reçoit là-dedans. Il lui dit, président, vous allez faire le travail vous-même, chaussez les gants. Et il dit, voilà. La mallette est restée avec Mobutu tout le temps que Donatien est parti. C'est Mobutu lui-même, quand il verse le produit là-dessus, l'argent apparaît. Il y en avait pour 5 millions. Mobutu dit, mais si je veux faire une grande quantité, comment on fait? Il dit, président, si vous avez 100 millions de dollars, on peut faire quelques milliards pour commencer. On compte l'argent, on donne à Donatien, il va acheter soi-disant le produit. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a quelqu'un ici que je vais bloquer. Voilà, le bloquer. C'est fait. On peut continuer, les amis. Alors, Donatien a pris de l'argent et est parti. Il se présente au Burkina Faso devant Blaise Compaoré et il se réclame de Mobutu, etc. Il va encore prendre de l'argent là-bas. Mais quand Mobutu va comprendre l'astuce qu'il a été victime d'une arnaque, il va contacter Interpol. Quand on contacte Interpol au Cameroun, Fauchivé, c'est le patron de la police. Donc, c'est le patron d'Interpol. Donc, quand il reçoit cette lettre d'Interpol, ce mandat, il le jette dans la poubelle. Parce que Donatien, c'est son protégé. Donc, on réécrit à nouveau. Pas de nouvelles. Alors, lors d'un sommet, nous sommes en 96, je pense, Mobutu, dont Biya était le protégé, Mobutu lui dit, mais Paul, il y a un gars qui m'a pris de l'argent, un groupe de bandits, j'ai envoyé, voilà les copies d'Interpol, et ils n'ont pas répondu. Biya est entré dans une rage pas possible. Parce que Fauchivé avait donné les cartes du Sénat
à Donatien et à ses amis qui s'en prévalaient, qui se réclamaient, de, comment on dit ça, Amian, toi tu ne seras pas bloqué parce que tu ne dis pas des choses. Tu peux parler de qui tu veux. Je sais à quoi tu fais allusion. Donc tu ne seras pas bloqué, mon ami. Voilà, parce que tu es poli. Donc on peut parler de tout, mais dans un cas de politesse. Donc je ne te bloquerai pas. Donc Donatien et ses amis se promenaient avec les cartes de scénaire. Oh, ils étaient intouchables au Cameroun. Donc quand Paul Biya est au courant de ça, il devient fou. On va limoger Fauchivet sans ménagement. Fauchivet arrive à son bureau. Lui, c'était le patron de police, mais la gendarmerie a encerclé son bureau. On le laisse à peine prendre ses affaires. Donc, voilà le cadre dans lequel Fauchivet va être licencié. On met fin à ses fonctions de façon brutale. Oona était agronome, ingénieur d'agronomie, mais il était économiste de statistique. Voilà. C'est lui qui va initier Paul Biya à l'économie. Donc, et quand il rentre au Cameroun, quand il a fini ses études, peu après le référendum de 72, qui fait du Cameroun la République unie, en s'unissant la partie septentrionale à l'essai orientale du Cameroun. Et on lui offre du travail en France. Mais c'est un patriote. Il dit non, 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 mon pays vient d'accéder à l'indépendance, vous n'avez pas besoin de moi, moi je vais rentrer dans mon pays. Il rentre au Cameroun, il est un grand cadre au ministère de l'Agriculture. Mais il a pour ministre Gilbert Anzé Tchoungui. Il travaille, on est très fiers de lui, ses supérieurs sont très très contents de lui, il fait des choses très bien. Mais les services secrets français, pour le punir, parce qu'il a refusé de travailler en France, parce qu'à l'époque en France, il n'y a pas beaucoup de statisticiens économistes, et la France a voulu le garder en doublant même son salaire, il a refusé. Donc, Fauchivet est ce qu'on appelle un honorable correspondant du SDEC. Le SDEC, c'est l'ancêtre de la DGSE, le contre-espionnage extérieur français. Donc, on dit à Fauchivet que, attention, ce gars, pendant qu'il était ici en France, il a côtoyé les milieux de la jeunesse communiste. Au Cameroun, c'était un délit d'avoir côtoyé les jeunes communistes, les foyers communistes en France. Donc, on va l'arrêter. On l'arrête. On va le confier à Fauchivet. Fauchivet va le confier à quelqu'un qui s'appelait Mouyakan. Mouyakan, c'est le patron de la BMM. La BMM, c'est Brigade Mobile Mix. Un instrument de torture. On le prend, on le déshabille, il est nu. On va le jeter dans une cellule humide, l'obscurité, avec un serpent là-dedans. Il a beau protester, on va le torturer, etc. C'est sa cousine. C'est sa cousine qui... non, on ne parle pas de Tchoungui, on parle de Gilbert Anzé Tchoungui. Ce n'est pas la même chose. Tchoungui a été Premier ministre, je parle à Lord Gold. Voilà. Donc il y a Gilbert Anzé Tchoungui, il est le Ngondom, je crois. Voilà. Mais il y a aussi eu un Tchoungui. C'est vrai, il y a Tchoungui André, mais il y a eu Simon Pierre Tchoungui aussi. Voilà. Mais je parle de Gilbert Anzé Tchoungui, qui va aussi finir à la sécurité à un moment. Tu n'as pas tort, alors, c'est vrai. Mais je parlais de Gilbert Anzé Tchoungui. Donc, c'est sa cousine qui va mettre sur pied une astuce pour savoir où il est détenu. Et sa femme, qui est originaire de Vesoul. Alors, Vesoul, pour ceux qui connaissent la France, c'est dans la Franche-Comté. La Franche-Comté, je crois, oui. Alors, en France, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est président. Donc, on appelle Giscard d'Estaing pour lui dire. Giscard d'Estaing appelle Ahidjo. Il dit à Ahidjo, il faut régler cette histoire à l'amiable. Et le plus rapidement possible. Parce qu'il a épousé une citoyenne française, vous le détenez sans preuve, etc. Donc, on va le libérer. On le libère, mais on suspend son salaire.
Il va traîner comme ça des allées à Yaoundé, il va galérer sans salaire. Son salaire est suspendu. Donc, Paul Biya, dans l'intervalle, est devenu Premier ministre. Donc, il va rencontrer Paul Biya à travers les amis communs et le charme va prendre. Biya est sous son charme. Donc, il vient tous les soirs au lac rendre visite à Biya, mais il devient son répétiteur en économie. Biya a fait le droit, il a fait la science politique, mais il ne connaît rien en économie. Donc, tous les soirs, René Ouona va le voir, il devient son répétiteur et Biya lui donne un peu d'argent parce que il n'a pas de revenus. Il a une femme sous les bras et ainsi de suite. On l'a licencié et on a bloqué son salaire. Donc, il galère. Mais Biya est sous son charme parce que René Ouona, si vous l'avez connu, l'homme est éloquent. C'est une véritable machine, sa mémoire. Et à un moment, il va demander la permission à Idio d'embaucher René Ouona officiellement comme son conseiller aux affaires économiques. Nous sommes en 1981. Idio, il a pris peur parce que Giscard d'Estaing l'a menacé quelques années avant. Donc, il dit feu vert. Donc, je ne vous dis pas dans quel état d'esprit est René Ouona lorsque son ami et protecteur Paul Biya devient président de la République en 1982, le 6 novembre. Biya va lui confier plusieurs choses. On va le nommer à un moment comme le directeur du centre universitaire de Tchang, avec pour mission c'est Brillant qui dit qu'il va savoir prendre son paquet de porc. Allez-y, on a le temps. Nous sommes là jusqu'à... On a 4 heures devant nous, hein, donc pas de problème. Alors, Biya le nomme à Tchang. Et il a pour mission de revaloriser l'agriculture. À un moment, on va le nommer ministre du développement commercial ou quelque chose comme ça. Et il sera éclaboussé par un scandale. Il a signé des accords, on a fait un montage financier avec des Indonésiens, il y a eu le scandale de la cellule CAM et tout ça. Biya va le mettre à la touche. Mais il le met à la touche pas pour le punir, mais pour le protéger. Bien qu'étant à la touche, il a gardé son logement de fonction, il a gardé ses appartements privés en Vomeka, parce que formation de base et confiance oblige, il continue à s'occuper des plantations du président. Il y a là des ananas, des plantations des ananas, du piment vert et des haricots. Il s'occupe de tout ça en Vomeka. Il a des appartements là-bas, chez le président. Et un peu plus tard, on va le nommer numéro 2 à la présidence. Il sera secrétaire général adjoint à la présidence. Mais en fait, il voit le président. Il est intime dans la famille. C'est lui le témoin de mariage. Quand Biya va se marier à Chantal Vigoureux en avril 84, 94, autant pour moi, donc il est témoin du mariage en avril 1994. C'est vous dire à quel point il est impliqué dans la vie privée. Mais il a aussi été impliqué dans les scandales de la SCB, Société Camerounaise de Banque, avec un certain Robert Messi qui est chez nous ici à Londres. Mais lui n'est pas un homme d'argent. C'est-à-dire que c'est le fusible du président. C'est le comment je vais dire ça? C'est son parapluie. Il prend des coups pour lui. Parce que Messi a expliqué comment la feu première dame, Jeanne-Irène Biya, venait exiger des décaissements sans justification. Donc, lui, il couvre le président. Il fait du sale boulot pour lui. Mais c'est un homme loyal.
il tombe malade. La campagne électorale de 2004, pardon, la campagne présidentielle de 2004, on ne va pas le voir. Il est malade. Il s'est fait soigner à Vesoul chez sa femme. C'est là-bas qu'il meurt. En 2004. Mais je vous fais son parcours pour vous expliquer sa relation avec Fauchivé. Il est la dernière personne à avoir vu Fauchivé vivant et bien portant. La version officielle est que Fauchivé était asthmatique. Oui, il était asthmatique. Oui, il se promenait avec sa petite pompe chaque fois qu'il avait des crises, oui. Mais il était très bien portant. L'autre version que comportent les services secrets français, c'est que Fauchivé est arrivé chez René Ouona, vallée de la mort, pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé. Il y a quelqu'un qui agitait, comment on appelle ça, le mot va me revenir. C'est un poison sec. Il suffit que vous le respirez et la mort est presque instantanée. C'est Roger Bapouette qui me demande, Messi est déjà à Londres. Il a été au Canada, oui, mais pour le moment, il est à Londres. Nous sommes en contact. C'est lui l'ami Norbert Kamlen Lele qui nous rejoint souchement. Bienvenue. Donc, quand il va ce jour-là, chez Fauchivé, les barons du régime lui ont dit de se débarrasser de lui. Parce que quand Fauchivé écrit à Biya lui disant « Je vous ai parlé de ces incidents survenus à Bamenda le 28 mars 1997, où il y a eu une attaque contre des cibles civiles et des cibles militaires. Tout le monde attribue ça aux sécessionnistes anglophones. Mais ce sont les gens de Biya qui font ça. Donc quand Fauchivé écrit à Biya, en fait, ce n'est pas à lui, parce que Fauchivé n'est plus aux affaires. Il a été limogé en mars 1996. Donc quand il écrit à Biya, la lettre n'arrive pas à destination. Ce sont les barons du régime. Et on dit, il faut se débarrasser de ces barons-là. Voilà, parce qu'ils commencent à écrire des choses, etc. Et on dit à René Ouona, rappelle-toi comment il t'a traité. Comment il t'a traité quand il t'a arrêté. Donc Fauchivé part de là. À peine il ouvre la voiture, il atteint d'un malaise, on l'amène à l'hôpital, et puis c'est la mort, on ne le verra plus.